Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue pour ce webinaire Work in Agro dédié à la compréhension des comportements et des attentes des nouvelles générations et notamment et puis la traduction de ces attentes sur les offres pour des postes en recrutement dans des usines et des sites agroalimentaires en Bretagne. On va avoir 1 heure pour échanger ensemble sur ce sujet. On est ravis de pouvoir préparer ce temps avec vous et prendre ce temps pour avancer sur ce sujet qui est important. On va commencer tout de suite par un petit mot d'introduction, parce que le Work in Agro s'organise. C'est un dispositif qui est intégré dans le cadre du CFIA. Donc en collaboration entre le CFIA, l'ABEA, le réseau de l'agroalimentaire breton, l'IFRIA Ouest, Job Alim, et puis aujourd'hui Vague de Sens avec Marlène Leguet qui est ici présente et qui va se présenter tout à l'heure. Mais voilà, on a plusieurs structures qui sont à l'initiative de ce dispositif Work in Agro, qui pour la première fois ne se déroulera pas uniquement sur le CFIA, mais a vocation aussi à vivre par des temps forts que représente justement ce webinaire. Et donc, on avait identifié cette thématique qui était vraiment un des enjeux partagés par beaucoup de RH en Bretagne, mais ailleurs aussi. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir approfondir un peu le sujet et spécifiquement pour commencer sur la partie déjà recrutement, offre d'emploi. On va commencer tout de suite par un petit mot d'accueil de Sébastien Gillet, qui est le directeur du CFIA. Je partage ça. On écoute Sébastien. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi bien sûr de faire l'ouverture de ce webinaire organisé bien sûr par l'ABEA pour Work in Agro. Cette année c'est la 25e édition du CFIA, c'est une année forcément exceptionnelle qu'on a envie de marquer à travers plein de surprises, plein de nouveautés. Bien sûr vous aurez l'occasion de les voir les 8, 9, 10 mars prochains. Mais ces 25 ans aujourd'hui on va bien sûr les mettre au profit de se retrouver, de se rassembler. Je crois qu'on en a tous besoin, l'agroalimentaire en tout cas a envie de porter ces belles valeurs qui ont fait en tout cas le succès du CFIA. Cette année, c'est aussi les 10 ans donc, de cette animation Work in Agro qui a permis en tout cas à des jeunes de trouver des emplois dans l'agroalimentaire, qui a permis en tout cas à l'agroalimentaire de retrouver ses lettres de noblesse au niveau des jeunes. Je tiens à remercier bien sûr l'ABEA, Job Alim, l'IFRIA, qui sont nos partenaires de cette animation depuis 10 ans, qui ont aussi une nouvelle fois contribué à apporter un plus, à apporter du contenu au CFIA qui en avait aussi bien besoin. Ce webinaire aujourd'hui, c'est une nouveauté, c'est une première qui va commencer à initier, si j'ose dire, une mise en bouche de ce que vous allez voir bien sûr sur le CFIA. Donc on est pressés, nous organisateurs, exposants, visiteurs, partenaires, et c'est bien sûr cet ensemble que je tiens à remercier de pouvoir aussi nous porter et de soutenir l'agroalimentaire comme ils le font depuis maintenant 25 ans. Voilà pour le mot d'introduction de Sébastien, donc directeur du CFIA. Pour ma part, donc je le disais, je suis Jean-Bernard Guyot, je suis chef de projet à l'ABEA, le réseau de l'agroalimentaire breton. On est ici présent au Centre culinaire contemporain à Rennes. On va avoir donc 1 heure, un premier temps d'échange avec Marlène, je vais la laisser se présenter très bientôt, pour justement nous expliquer la démarche et puis avoir un petit peu de contenu. On aura quelques pauses vidéo. Et puis, on aura sur la deuxième partie un temps d'échange privilégié avec justement 2 jeunes qui nous ont rejoints ce matin et qui se destinent justement à des carrières dans l'agroalimentaire. On va pouvoir discuter avec eux et prendre le temps de mieux comprendre aussi leurs perceptions, leurs attentes. Donc, n'hésitez pas, ce webinaire a la vocation, bien sûr, à être interactif. Vous avez un chat sur lequel vous pouvez nous adresser vos questions. Et puis, on va démarrer tout de suite. Marlène, avant de regarder une vidéo d'introduction, je vais peut-être juste te laisser te présenter déjà et présenter Vague de Sens, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, je m'appelle Marlène Leguet, donc je suis fondatrice de Vague de Sens, qui est une entreprise d'études et de conseils spécialisée sur les 15-25 ans. Donc concrètement, ce que je fais, c'est que j'accompagne les entreprises dans leur compréhension des grandes aspirations des jeunes générations et je les aide à comprendre comment ça peut se traduire ensuite en termes d'action, en termes d'attente, en termes de mode de consommation, pour pouvoir trouver ensuite les solutions les plus adaptées à leurs problématiques. Ok, très bien. Et ça fait vraiment écho à des attentes du moment. Tu étais déjà intervenu sur la deuxième partie, un événement organisé par la BEA en octobre, et on sent vraiment, de par les retours qu'on a des RH, les remontées du terrain, mais aussi par le nombre d'inscrits qu'il y a ce matin, que ce sujet est vraiment important. Donc, on va commencer tout de suite avec une première vidéo. En fait, tu as capté des interviews de jeunes et on va pouvoir visualiser une première vidéo qui va nous permettre
de lancer l'échange. Je n'en dis pas plus et je vous laisse regarder cette petite vidéo. Voilà. Toutes les entreprises, tous les acteurs qui vont permettre de nourrir les hommes. Je dirais, c'est le fait que on en aura toujours besoin. Il y aura jamais, tout le monde aura toujours besoin de manger, donc il y aura toujours besoin d'entreprises pour fabriquer des produits qu'on peut pas en tout cas faire chez soi, quoi. Que c'est un secteur attractif, dynamique, que c'est quelque chose où on va pouvoir toujours changer et évoluer. C'est un secteur qui est capable d'innover, qui vraiment, que ce soit les startups ou les grands groupes, il y a moyen de faire quelque chose. On en est capable. Je pense que c'est un secteur qui est et qui restera porteur. Pourquoi ? Parce qu'on mange 3 fois par jour. On a tous des besoins de manger, on a des attentes qui évoluent, on le voit bien. Et du coup, je pense que c'est un milieu où il y a beaucoup de choses à faire pour mieux répondre à l'attente des consommateurs et aussi pour évoluer dans le sens du temps, c'est-à-dire répondre aux contraintes environnementales, comment on s'adapte, toutes ces choses. Et comment aussi on accompagne les acteurs de l'amont, parce qu'on les oublie un peu souvent, les agriculteurs, et comment on redonne de la valeur aussi, ou comment on rééquilibre la valeur dans la chaîne. Voilà. C'est un secteur, on travaillera toujours. Donc c'est vrai que il n'est pas bien vu, c'est ça le problème, c'est qu'il est tellement mal vu que des fois on a l'impression, c'est ce qui est dommage, c'est que les gens sont des gens qui sont formidables, qui font un travail qui est juste énorme et qui devrait être totalement reconnu. Sauf que du peu qu'on en parle, c'est toujours un peu en négatif, c'est toujours en mal, ce qui fait qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir, ces personnes-là. Il y a des enjeux à voir. Après aussi, on a plein d'étudiants dans le domaine. Peut-être que beaucoup sont passionnés comme moi et qui veulent bien relever ces challenges-là, ces défis-là. Donc tout dépend de l'ambition et de jusqu'où nous, jeunes qui voulons se mettre là-dedans, avons pour ces secteurs. Alors, voilà pour cette première vidéo introductive qui est déjà pleine de pas mal d'éléments. Il y a des choses qui ressortent là-dessus. Est-ce que, Marlène, pour nous expliquer un peu la démarche et comment est-ce qu'on a construit la matinée et ce webinaire, est-ce que tu peux revenir sur justement cette démarche réalisée en amont, les rencontres que tu as pu faire et puis nous expliquer un peu la marche à suivre que tu as pu mettre en place. Alors, c'est vrai que nos réflexions sont parties du constat qu'il y avait des difficultés de recrutement au sein du secteur agroalimentaire. Alors, on le sait tous, finalement, ces difficultés de recrutement ne sont pas liées uniquement aux jeunes générations, mais nous le savons aussi, les jeunes générations représentent une cible qui est parfois difficile d'attirer et de fidéliser au sein des entreprises. Quand nous avons élargi nos réflexions autour de ce sujet, nous nous sommes dit qu'il pouvait être intéressant de faire un focus sur les offres d'emploi et la perception de celles-ci, parce que souvent, c'est finalement la première connexion entre l'individu et l'entreprise. Donc, pour ce faire, on a réalisé 20 entretiens avec des jeunes étudiants en filière agroalimentaire. Alors, on est plutôt sur des profils ingénieurs, mais pas seulement, on le verra tout à l'heure. Et donc, lors de ces entretiens, nous avons abordé 3 grands sujets. Le premier touchait à leur perception du secteur agroalimentaire. On a essayé de comprendre comment sont nourries ces perceptions, sur quoi elles se basent. Et donc, la vidéo que vous venez voir, c'est un petit extrait de cette partie. Florilège, ouais. C'est ça. Mais ça reste, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est une petite synthèse. Après, nous avons travaillé sur leurs expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, pour bien comprendre ce qui permet justement d'avoir une bonne expérience au sein des entreprises agroalimentaires. Et puis, dans un troisième temps, nous avons fait ce fameux focus sur les offres d'emploi. Okay. Donc, ce sont des offres d'emploi que nous avons sélectionnées, des offres d'emploi réelles, que nous avons donc trouvées sur des sites dédiés ou alors sur des sites d'entreprise. Et nous les avons sélectionnées pour avoir des offres d'emploi variées. L'idée étant d'avoir des offres d'emploi avec un ton différent, avec un contenu différent, avec une structure différente, pour justement nous permettre de comprendre quelles sont les variables qui peuvent susciter de l'attractivité et à l'inverse, quels sont les éléments qui parfois, malheureusement, peuvent être source de rejet. Ok. Préciser cela. Peut-être un petit mot sur les étudiants qu'on a rencontrés. Bien sûr, oui. Okay. Du coup, donc, sur ces étudiants, comme je disais tout à l'heure, on est quand même plutôt sur des profils Bac+5,
mais pas seulement. Ce qu'il est peut-être important de noter, c'est que la majorité d'entre eux ne sont pas orientés vers le secteur agroalimentaire dans un premier temps. Souvent, il y a eu une première partie de parcours scolaire, puis ils sont venus donc vers le secteur agroalimentaire. Et ce qu'on peut souligner, c'est que souvent, ce sont des personnes qui les ont incités à se tourner vers ce secteur. Donc, ce sont des professeurs, c'est l'entourage, ce sont des amis. Parfois, c'est des rencontres fortuites avec des personnes qui travaillent au sein de ce secteur. Parfois même des visites aussi, visites d'usines qui leur ont donné envie de prendre part au secteur agroalimentaire. Donc, on sent bien que l'humain est indissociable finalement de cette volonté et est complètement moteur déjà dans la construction de l'orientation aussi. C'est ça, dans la construction de l'orientation, exactement. Okay. Et puis, une fois que ce choix est fait, on sent bien qu'ils ont vraiment envie de prendre part à cette grande mission qui est de nourrir les hommes. C'est important. Et peut-être aussi à titre informatif, alors, ce n'est pas une donnée qui va pouvoir être dupliquée comme telle, parce que là, on est sur un petit échantillon, mais nous avions un tiers à peu près des personnes interviewées qui ont des ambitions entrepreneuriales dans le secteur agroalimentaire. D'accord. Donc, ils envisagent d'aller se former, d'avoir des expériences au sein de l'entreprise, mais peut-être dans 5-10 ans, avoir leur propre entreprise. Okay. Donc déjà acquérir des bases solides en intégrant l'entreprise pour après se projeter déjà un peu plus loin. Exactement, des bases solides et aussi transverses. Ok. Alors, et quels sont les grands enseignements que tu as retenus justement grâce à ces entretiens? Il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait passer 3 heures ensemble à parler de tout ce qu'ils nous ont dit, parce que c'est très riche. Et ce qui est intéressant aussi, pardon, là-dessus, je complète, c'est que c'est aussi c'est de voir peut-être au-delà des traits généraux de la génération Z, parce qu'on parle de génération Z sur ces profils-là, voir aussi ce qui est spécifique à l'agroalimentaire et ce qui est particulièrement saillant, en fait, qui ressort comme enseignement en lien avec notre filière, justement. Effectivement, parce qu'on retrouve donc des grandes tendances qui sont propres à, on va dire, cette génération Z. Alors, il faut mettre des guillemets à ces notions de génération, parce qu'effectivement, il y a un concept de génération parce qu'ils sont nés sur une même période donnée. Oui, alors déjà, on peut la rappeler, c'est le milieu des années 90. C'est ça. Alors, la définition exacte varie, mais on va dire qu'on est entre fin des années 90 et puis début des années 2000. OK. Et du coup, les personnes qui sont issues de ces générations partagent forcément des caractéristiques. Néanmoins, ils ne sont pas semblables les uns aux autres. Il y a aussi une hétérogénéité qui est très marquée et c'est tout à fait normal. Donc, chez les étudiants que nous avons rencontrés de ces filières agroalimentaires, ils partagent effectivement des caractéristiques que l'on peut retrouver, qui sont relativement saillantes au sein de ces générations. Par exemple, la volonté d'avoir un management horizontal, la volonté d'avoir un pouvoir d'action assez important, de porter sa voix, que sa voix soit considérée et entendue par des individus, quel que soit leur statut hiérarchique. La volonté aussi de se retrouver dans les valeurs de l'entreprise, dans la grande mission que porte l'entreprise. Ça, c'est des choses que l'on a retrouvées lors de ces entretiens et qu'en général, on retrouve lorsqu'on fait des entretiens avec des personnes qui ont entre 15 et 25 ans. Okay. Après, sur la partie, on va dire, plus saillante et qui peut être un petit peu différenciante, il y a 2 éléments qui sont vraiment ressortis dans l'ensemble des entretiens. C'est la volonté d'avoir et de prendre part à une entreprise dynamique. Alors, cette notion de dynamisme, elle a été beaucoup employée de 2 manières différentes. Lorsqu'il faisait référence à l'entreprise, c'est-à-dire je veux travailler pour une entreprise qui est dynamique, qui a des projections vers l'avenir, qui n'a pas peur de se remettre en cause, qui souhaite évoluer, qui souhaite faire évoluer aussi ses salariés, qui a vraiment envie de, pourquoi pas, faire bouger les lignes pour aller vers un futur encore plus positif. Okay. Et le dynamisme s'appliquait aussi finalement à l'individu, comme je le disais tout à l'heure, la volonté de pouvoir prendre part à ses grands projets et à ses ambitions. Et donc, on laisse un pouvoir d'action important aux individus. Donc, il y avait ce point-là. Okay. Et le deuxième point qui est ressorti vraiment dans tous les entretiens et à une fréquence assez importante, c'est le besoin de transparence. Oui, toujours. Ça ressortait énormément. Alors, pareil, à différents moments des entretiens, de différentes manières, mais c'est vraiment cette volonté d'avoir connaissance à la fois des informations, on va dire, opérationnelles et qui sont nécessaires pour mener à bien ces missions, mais aussi des entreprises peut-être un peu plus stratégiques sur l'entreprise,
d'où viennent les matières premières, qui sont les clients finaux, quelles sont les ambitions de l'entreprise, y a-t-il des investissements humains, matériels, financiers, technologiques qui vont être réalisés à court ou moyen terme. Voilà, avoir des questions à ces réponses pour leur donner, pour générer finalement ce sentiment de confiance et donner envie de s'impliquer davantage dans les projets d'entreprise. Okay. Donc, dynamisme et transparence, déjà les mots qui ressortent. Et du coup, on sent bien que finalement, l'enjeu, dès la lecture de ces offres d'emploi, c'est de faire en sorte que ces entreprises mettent en lumière justement cette volonté de transparence et qu'elles se montrent telles qu'elles sont, avec leurs forces et peut-être aussi avec leurs faiblesses, mais tout en mettant en avant cette volonté de vouloir agir pour résoudre les éventuelles problématiques existantes. Ok, très bien, merci. Et concrètement, alors si on revient, parce qu'on va s'attaquer là spécifiquement à la partie recrutement et notamment sur l'exercice de l'offre d'emploi, qu'est-ce qui ressort sur le fond et qu'est-ce qui est important alors à prendre en compte, à considérer quand on rédige une offre d'emploi sur le fond, déjà pour traduire justement, peut-être aussi répondre à ces questions de dynamisme et de transparence, comment est-ce qu'on les prend en compte et puis comment est-ce qu'on va plus loin encore? Alors, le dynamisme et la transparence, effectivement, ça passe sur le fond, mais on va le voir tout à l'heure, ça passe aussi sur la forme. Donc, c'est vraiment intense. Mais si on se concentre d'abord, on va dire, sur le contenu. Donc, effectivement, on le voyait tout de suite lorsqu'ils regardaient les offres d'emploi, parce que ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'ils étaient face à 8 offres d'emploi. Je leur demandais de prendre connaissance de l'ensemble de ces offres, puis, dans un second temps, je les questionnais sur ces offres et la première question était de savoir s'ils devaient candidater au sein de l'une de ces entreprises, au sein de laquelle aurait-il envie de candidater. Et on voyait tout de suite que finalement, dans leur manière de lire les offres d'emploi, ils allaient rechercher des informations qui leur donnaient ce sentiment de transparence et de confiance à l'égard de l'entreprise. Tout de suite, ils disaient, par exemple, « Ah, bah, c'est bien, l'entreprise me dit ça, donc j'ai plutôt confiance. » Elle nous donne le sentiment de transparence, ou à l'inverse, ah, elle donne telle information et telle information qui me semble contradictoire, je ne comprends pas très bien, donc méfiance, et finalement, je vais écarter, on va dire, cette offre d'emploi. Donc, vraiment, voilà, c'est une notion de transparence et de cohérence dans le discours porté qui est importante dès la première lecture de l'offre d'emploi. Ça, c'est le premier point. Est-ce que ça veut dire que les personnes que tu as rencontrées ont tendance à regarder avant même la description des missions, la description de l'entreprise, ou est-ce qu'il y a déjà une importance plus forte à l'entreprise avant de voir la mission? Les missions sont quand même centrales, c'était justement le point sur lequel j'allais venir. C'est vrai qu'ils ont envie d'en savoir plus sur la mission, ils ont envie en fait qu'on les aide simplement à se projeter au sein de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que les personnes que nous avons rencontrées, ce sont des étudiants. Alors pour beaucoup, ils ont eu plein d'expériences au sein d'entreprises diverses et variées, mais pour autant, ce sont des personnes qui sont en début de carrière et ils ont besoin qu'on les aide à se projeter au sein de ces entreprises. Et justement, la manière de parler des missions et les détails apportés à ces missions et à ce qu'on attend d'eux, c'est vraiment un élément qui va être important pour eux. Mais l'entreprise, et effectivement, ces notions de transparence est importante. En fait, je dirais que dans un premier temps, ils vont peut-être se focaliser sur la mission. Toutefois, si dans la description de l'entreprise, il y a quelque chose qui ne leur convient pas, ils vont passer à autre chose et ils ne vont pas persévérer dans leur volonté d'aller vers cette entreprise. Ok, d'accord. Tu as des exemples de mentions, de tournures de phrases qui peuvent justement être plutôt perçues positivement ou au contraire négativement? Est-ce que tu as des choses en tête? Alors, des exemples de phrases, pas forcément, là tout de suite, mais on va dire que c'était des éléments, il y avait, soit c'était des éléments qui pouvaient sembler ambivalents, par exemple une entreprise agroalimentaire qui fait un type de produit qui ne semble pas artisanal mais qui va employer le terme artisanal, par exemple, qui se posait la question de savoir mais comment ils font. Soit il y a un décalage, donc soit ils sont extrêmement innovants et dans ces cas-là c'est génial, mais dans ces cas-là il faudrait leur en dire plus. Avec simplement ces informations, ça avait plutôt l'effet inverse, en fait, l'effet rejet, en se disant mais on ne comprend pas. Donc ça nous semble peu clair et potentiellement donc, un manque de confiance. Donc ce sont des éléments comme ça qui pouvaient parfois poser question. Oui, d'accord.
Ok. Et juste peut-être pour revenir sur le contenu, Oui. j'ai parlé de la transparence, des missions. Oui. Il y avait aussi, il y avait aussi deux autres éléments. C'était vraiment la notion d'humain qui doit apparaître par les collaborateurs, en fait. Donc, combien de collaborateurs de combien de collaborateurs est constituée l'entreprise. Ça, c'est vraiment un élément qui était regardé et qui les aide aussi à se projeter. Et ils étaient à la recherche d'éléments aussi précis que possible sur l'humain, c'est-à-dire le nombre de collaborateurs, l'équipe, de quel profil est constituée l'équipe, voire de qui est constituée l'équipe. Plus on leur en dit sur cet aspect-là, plus ça les intéresse. Okay. Et le dernier point, qui finalement, peut-être pas à dire un dernier, mais c'est la partie mission de l'entreprise et valeur. Ça, c'est un élément qui est recherché, qui est regardé. Donc, que fait l'entreprise? Finalement, pourquoi elle existe? Pourquoi elle est différente des autres? Pourquoi elle arrive à perdurer dans le temps? Voilà, qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qu'elle défend? Finalement, c'est humaniser l'entreprise dès lors qu'on parle de sa mission et de ses ambitions. Et ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est que je pense que beaucoup d'entreprises agroalimentaires sont en capacité en fait, d'identifier de vrais points forts dans ce que tu dis, dans le dynamisme, dans la mission, dans l'état d'esprit au sein des équipes qui règnent dans les ateliers, etc. Donc, ce que je note par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il faut vraiment que ça ressorte dans les offres et qu'à travers ça, ça peut être vraiment un élément, des éléments, des leviers de motivation et aussi d'attractivité en fait, pour ces profils. Finalement, peut-être que ce n'est pas encore ancré dans toutes les entreprises de valoriser ça, mais en le faisant peut-être de façon un peu plus précautionneuse, en y prêtant plus d'attention, on peut justement avoir des leviers pour toucher et attirer plus de nouveaux collaborateurs qui sont sensibles à ces notions-là. Effectivement, les points forts sont des leviers d'attractivité et il faut bien communiquer sur ces points forts, mais il faut ne pas avoir peur de communiquer sur ces points faibles. Finalement, si je devais synthétiser, on pourrait dire que l'imperfection est tolérée, mais le manque de transparence ne l'est pas. Donc, s'il y a des points faibles, il vaut mieux en parler. S'il y a des actions correctives qui sont mises en place, l'expliquer, parler de cette volonté, de cette connaissance finalement des points faibles, mais de cette volonté de les résoudre, plutôt que de ne pas le dire. Parce que, comme ils l'ont très bien expliqué, ensuite, ils vont aller visiter vos entreprises, ils vont aller dans vos usines, ils vont rencontrer vos équipes. Et s'ils découvrent cet élément-là dans un second temps, ça peut avoir un impact sur leur fidélisation au sein de l'entreprise. Ok, d'accord, très bien. Sur la forme, alors, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être spécifiquement Alors, sur la forme, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 8 offres d'emploi avec des formes relativement différentes. Et ce que nous pouvons constater, c'est qu'il y a deux types de formes qui attirent en général. Donc, c'est deux types de formes qui sont plutôt opposés. On avait les offres d'emploi avec un très beau storytelling qui vraiment raconte une histoire, qui parle des missions, des valeurs, etc. Donc ça attire certains profils. Et à l'inverse, l'autre offre d'emploi un peu coup de cœur, c'est des offres d'emploi très synthétiques avec des bullet points, voilà, qui donnent des informations clés et essentielles en un coup d'œil. On n'a pas approfondi spécifiquement ce point-là, donc je ne vais pas pouvoir vous donner les profils associés. On voit quand même qu'il y a une tendance, en général, les personnes qui sont plutôt créatives, qui perçoivent leur mission de manière transversale et aussi qui ne sont pas uniquement, qui ont des projections qui dépassent le secteur agroalimentaire, qui s'ouvrent aussi à d'autres secteurs. En général, c'est des personnes qui vont plutôt s'orienter vers les offres d'emploi, on va dire très littéraires, avec un beau storytelling. Et bon, je vous donne plutôt cet élément à titre indicatif, parce que comme j'ai dit, on n'a pas forcément approfondi ce point-là. Donc ça, c'est pour les offres, on va dire, coup de cœur. Mais ce qui est, je pense, important de noter, c'est que je leur demandais quelle était l'offre vers laquelle ils se dirigeraient. Et ensuite, souvent, ils faisaient un classement, donc il y avait un trio de tête. Et dans ce trio de tête, à chaque fois, il y avait une offre qui revenait. Et c'est la seule offre qui était formulée sous forme de questions-réponses. Donc, des questions leur ont été posées pour savoir qu'est-ce qui leur plaisait au sein de cette offre. Et finalement, on peut s'apercevoir qu'elle répond à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la notion de dynamisme et de transparence. À travers le fait d'être construite en question-réponse Le fait d'être construite en question-réponse. Parce que question-réponse, du coup, ça donnait un sentiment de volonté d'interaction, de dynamisme. Souvent, quand je les questionnais,
Il me disait oui, je m'attends plutôt à trouver une entreprise dynamique, une entreprise qui a envie de faire bouger les choses, qui se pose des questions. Donc ça répondait vraiment à ces notions de dynamisme. Et la transparence passait par le fait qu'en fait, ils relevaient que les questions posées étaient les questions qu'eux-mêmes se posaient. Donc ils se sont dit, bon, l'entreprise s'est mise à notre place, s'est demandé quelles questions nous pouvions nous poser et accepte d'y répondre. Avant même qu'on les rencontre directement, ils répondent aux questions que l'on peut se poser. Donc, ça donne le sentiment qu'ils ont envie d'être transparents avec moi. J'ai plutôt confiance, j'ai envie d'aller plus loin. Quel conseil on peut donner aux RH qui nous regardent ce matin, qui justement qui se questionnent sur la façon de rédiger leurs offres, s'il faut aller sur du storytelling ou du bullet point, qu'est-ce que tu en dirais? Quelle petite clé tu pourrais transmettre au conseil? Alors moi, je dirais que le conseil le plus important, c'est d'être bien fidèle et bien en cohérence avec la réalité de l'entreprise. Ne pas justement faire un storytelling et raconter une très belle histoire, mais qui n'est peut-être pas fidèle à l'histoire de l'entreprise. Chaque entreprise a des points forts, c'est certain. Le tout, c'est de bien les identifier. Alors, il y avait certains interviewés qui ont même proposé d'aller à la rencontre de leurs salariés et de leur poser simplement la question quels sont les points forts de l'entreprise, il y en a toujours, pour réussir à les mettre en valeur. Et si on s'inspire, on va dire, de l'offre d'emploi sous forme de questions-réponses, finalement, c'est commencer par une phrase très simple qui dit qui est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, de combien de collaborateurs est-elle composée, depuis quand existe-t-elle, répondre à quelques grandes questions sous forme de bullet points, sous forme de questions, sous forme de textes un peu plus racontés. Après, c'est à chaque entreprise de faire selon les sensibilités, bien sûr. Mais voilà, répondre à des questions qui portent sur la mission, qui est l'entreprise, pourquoi existe-t-elle, que défend-elle, quelles sont ses ambitions pour demain, et puis bien préciser aussi quel profil recherche-t-elle, quel profil et quelle personnalité recherche-t-elle pour ce poste, qu'est-ce qui sera attendu, bien décrire la mission. Ne pas oublier aussi d'inclure les opérationnels dans la constitution de ces missions, parce que souvent, les jeunes que nous avons rencontrés disaient qu'ils avaient conscience des offres qui avaient été réalisées en de concert avec les opérationnels, tout simplement parce que le langage, voire le jargon, était présent de l'offre d'emploi, et surtout, le ton employé était le ton qu'ils retrouvaient lors des entretiens d'embauche. Plutôt positif, quelque chose de vertueux, positif. Donc ça, et puis donner peut-être envie avec une petite phrase, avec un call to action clair. Rejoignez-nous, envoyez-nous vos candidatures, venez nous rejoindre. Pas hésiter à s'adresser directement, être un peu aussi péchu dans la façon dont on s'adresse. Alors, le truc, c'est que là, on réfléchit à des offres qui sont destinées à des jeunes. Est-ce qu'on peut se dire que... est-ce qu'un RH doit se dire tiens, cette offre-là, je vais la monter spécifiquement sur une cible jeune, ou alors est-ce que globalement on peut se dire que ces conseils et ces manières de faire peuvent s'appliquer pour la globalité des offres, quel que soit le profil du candidat qui s'adressera ensuite aux équipes RH? J'ai tout de même le sentiment qu'il y a une différence. La volonté, par exemple, de transparence, le manque peut-être de transparence sera mieux toléré, je pense, par une personne de plus de 40 ans qu'une personne de 20 ans. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à être honnête et encore une fois, si besoin, faire part de ses points faibles. Parce que ça, c'est quelque chose qui va vraiment être valorisé. Alors, je sais que ça peut paraître surprenant la première fois qu'on l'entend, mais finalement, montrer sa vulnérabilité, c'est aussi leur donner envie de prendre part à la résolution de ces problématiques. Et ça vient vraiment animer leur volonté de pouvoir d'action, de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes. Et ça vient réveiller leur envie de prendre part aux missions de l'entreprise. Et ce dynamisme, ces notions de dynamisme, de transparence, ce que je veux dire, c'est que si elles sont lues et consultées par un profil qui a plus de 40 ans, ça ne va pas être rédhibitoire pour autant sur la capacité de la personne à se motiver. Justement, c'est la notion aussi de porosité en fait, entre les attentes de génération qui est intéressante, je pense. Tu confirmes du coup que Oui, je confirme, ce ne sera pas rédhibitoire parce qu'encore une fois, même si vous avez une offre extrêmement attractive mais qui ne correspond pas à la réalité de l'entreprise, ils s'en rendront compte qu'ils aient 20 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, c'est des notions qui s'appliquent. C'est des notions qui s'appliquent.
Et l'idée, c'est toujours d'être le plus fidèle à soi-même. Ok. Merci pour ce temps d'échange, Marlène. On va regarder à nouveau une vidéo très rapidement et puis on passera à la phase de table ronde d'échange. Moi, je laisserai ma place à Marie-Hélène Kemener de l'IFRIA qui viendra ici. Et puis, on aura aussi deux jeunes qui seront là avec nous. Je vous partage simplement cette vidéo d'introduction pour cette seconde partie. Bien décrire le produit qu'elle fabrique pour qu'on puisse vraiment savoir dans quoi on s'engage. Les missions, que les offres d'emploi parlent plus de nos missions, qui nous disent exactement ce qu'on peut faire, etc. Et plus c'est clair, mieux c'est. Après, mettre les objectifs et les valeurs de l'entreprise, ça c'est intéressant. Et aspect écologique, pourquoi pas, donc tout ce qui est bio, ces perspectives d'avenir. Aussi, du coup, ce qu'ils font exactement. En étant du coup transparent et définir l'objectif et l'envie de l'entreprise en fait, vers quoi elle a envie d'avancer vers l'avenir. L'investissement, c'est aussi super important. Si on voit qu'une entreprise, elle investit beaucoup et très régulièrement, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui se développe bien, qui a une grosse stabilité, donc ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment avoir des choses dedans, des évolutions, des changements. Je ne dirais pas non aussi au salaire, qui soit sur l'offre d'emploi. Concerne le salaire aussi et la proximité. Quelles vont être nos conditions de travail Qui mettent en avant l'environnement de travail, les collaborateurs, etc., qui mettent plus ça en avant. Le chiffre que je regarde, c'est le nombre de collaborateurs. Du coup, ça me permet d'avoir un peu une idée de la taille du site. C'est sûr que... Le nombre de collaborateurs, dire que c'est dynamique, montrer un petit peu l'équipe, présenter l'équipe. Rien que présenter l'équipe, ça peut être un point positif qui peut être marqué sur la description de l'entreprise. La partie humaine est quand même assez importante. On aime être reconnu, toute personne aime être reconnue et se sentir reconnue même à travers. Le fait de dire qu'on rentre dans un endroit qui peut nous correspondre, où on nous veut, c'est ça qui est assez important. Et la vérité, parce que maintenant les jeunes, en tout cas de la plupart des jeunes que je connais, aiment bien savoir la vérité, n'aiment pas qu'on leur cache des choses, comme pas mal de personnes je pense. Donc déjà dire la vérité sur ce qu'ils font et sur où ça va, où ça vient. La transparence, qui soit assez claire sur ce que nous on va faire, sur où on va mettre les pieds. Présenter l'entreprise comme toujours, mais puis c'est vraiment les mots qui la décrivent telle qu'elle est et pas des choses un petit peu bateau, vraiment d'essayer de chercher des choses qui la qualifient elle et pas une autre, parce qu'il y a toujours moyen de se différencier des autres. Je pense qu'il faut mettre en avant vraiment tous ces points forts, peut-être demander même en interne tout ce que les gens aiment au sein de l'entreprise, pour vraiment avoir un point de vue réel de ce qui en est sur le terrain avec les gens qui y travaillent. Tout ce qui fait qu'ils se lèvent le matin pour aller travailler et qui se lèvent contents, qu'ils ont l'envie d'aller travailler. Pourquoi ils ont l'envie? C'est ça qu'il faut mettre dans l'offre. Pourquoi se lever le matin? Ok, merci Jean-Bernard. Marie-Hélène Kemener, une directrice de l'IFRIA Ouest, pour animer cette deuxième partie du webinaire, la partie table ronde. On a été rejoint par deux jeunes que vous avez déjà vus d'ailleurs, je pense, sur les vidéos précédentes, que je vais laisser se présenter. Mathilde, peut-être? Oui, bonjour, je suis Mathilde Bunel, je suis en dernière année à l'école d'ingénieur Agrocampus Ouest et je suis en alternance dans une industrie laitière. Bonjour, moi c'est Nathan Leroy, je suis étudiant en première année de BTS en maintenance à la Providence à Montauban-de-Bretagne et je travaille dans l'usine agroalimentaire Timac Agro à Saint-Malo. Merci, et donc toujours Marlène pour nous aider aussi pour avancer dans ces réflexions. Donc pour cette table ronde, vous avez effectivement le chat qui vous permet de poser vos questions. Il y en a certaines qui sont arrivées, mais je pense pas toutes pour le moment. On va laisser se dérouler et le temps que je puisse en compiler quelques-unes. Moi, j'avais envie de commencer par
une question à ces deux jeunes. Il y a ce mot de transparence qui revient très fréquemment je me posais cette question, voilà, la transparence, j'ai eu le sentiment, en tout cas pour des témoignages, que ça recouvrait beaucoup de choses, mais du coup, je voulais vous poser pourquoi cet attachement justement à cette valeur en particulier de transparence, et qu'est-ce que ça recouvre pour vous On est des étudiants, mais on est avant tout des consommateurs, je pense, et ça vient avec l'époque actuelle. Tous les consommateurs veulent plus de transparence de toutes nos entreprises. Et du coup, nous, on veut voir cette transparence à travers les offres d'emploi parce que tous les consommateurs exigent une augmentation de la transparence. Donc, nous, si on va travailler dans les entreprises, on aimerait que ces entreprises soient transparentes avec nous pour qu'on puisse partager des valeurs aussi, et pour qu'on puisse être fiers aussi, une notion de fierté, de travailler dans cette entreprise et de dire, oui, moi, je travaille ici, je suis au sein de leur équipe, et mon entreprise est transparente avec les consommateurs. Et peut-être... nombre d'entre vous avaient précisé que finalement, quand vous aviez le choix entre deux entreprises, le choix d'intégrer deux entreprises, vous aviez tendance à plutôt vous tourner vers l'entreprise qui produit des produits que vous consommez. Ouais. Donc vraiment, cette notion de consommateur, elle est aussi au centre des échanges. Ok. Si Nathan peut-être veut s'exprimer aussi sur ce point. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, parce que le fait d'être transparent, nous, ça nous permet d'être sûr et certain de ce qu'on fait. Parce que, comment expliquer, moi, je ne me verrais pas dans une entreprise qui me dit oui, on fait ça, par contre, on ne vous dit pas où ça va et d'où ça vient. Parce qu'on n'a pas l'impression d'être vraiment ancré dans la société, et on a plus l'impression de nous cacher certaines choses, alors qu'on est acteur de ce qu'on produit. Et le fait d'être transparent, ça peut aussi être à l'intérieur de là où on travaille. Par exemple, ne pas nous dire comment ça se passe, ne pas nous dire l'état de l'usine, parce que de toute façon, on va s'en rendre compte une fois qu'on y sera. Donc, autant nous dire tout de suite la vérité et ne pas nous cacher les petits détails qui peuvent après être rédhibitoires. Ok, mais c'est effectivement c'est peut-être un petit peu compliqué de mettre tout ça dans une annonce, hein, mais donc effectivement, et ça veut dire que ça touche quelque part un peu c'est plutôt en relation avec les produits, la façon de produire, c'est plutôt, ça fait référence à ça. Oui, parce que moi, ce qui m'anime, en tout cas, dans le secteur de l'agroalimentaire, c'est de savoir comment sont fabriqués tous nos produits, tous ceux de tous les jours. Parce que, encore une fois, je me vois d'abord comme une consommatrice, et quand je vais faire mes courses, j'aime bien savoir comment sont fabriqués tel ou tel produit. Donc, ça rejoint cette notion de transparence, et c'est intéressant aussi d'avoir toutes les notions clés pour effectivement connaître tous les tenants et aboutissants de ce produit même-là que, oui, effectivement, que moi, je consomme. Effectivement, je rejoins Marlène, du coup, j'aime bien travailler dans une entreprise où je connais le produit et où le produit a aussi une bonne image. D'accord. Okay. Et on voyait aussi que vous n'avez pas peur de défendre l'image de l'entreprise au sein de laquelle vous travaillez, si vous vous sentez en cohérence avec ces valeurs. Vous étiez assez nombreux aussi à regretter parfois le manque de pédagogie et de communication, par exemple suite à certains scandales, malheureusement, que peuvent rencontrer les entreprises, et finalement qui peuvent prendre peur et s'abstenir de communiquer. Et vous expliquiez que finalement, vous aviez, vous, la volonté de défendre ces entreprises, de défendre ces produits, de ne pas s'arrêter sur une image négative, et de surtout communiquer sur le fait que des choses sont faites au sein de ces entreprises pour toujours faire mieux. Et il ne faut pas oublier de passer ces messages-là pour tenter de redorer l'image de certaines entreprises. Ok, merci. Donc la transparence, mais aussi donc, la vérité pour pouvoir agir, si je comprends. Hein, c'est ça. Okay. Du coup, j'avais donc quelques questions qui sont arrivées entre-temps, notamment une qui concerne la marque employeur.
Puisque certaines entreprises ont développé une marque employeur. Est-ce que pour vous, c'est un plus dans vos recrutements? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé? Pardon, non. Oui, ce que c'est qu'une marque employeur, c'est ça? Oui, d'accord. Ok. Donc, c'est le fait que l'entreprise est par ailleurs donc sur les réseaux sociaux, une diffusion globale de son éthique, de ce qu'elle est, etc. Donc, et pas uniquement du coup attachée à uniquement l'offre de recrutement. Donc, ça fait appel, je pense aussi, et c'est d'ailleurs le lien avec une autre des questions, à la façon dont vous allez vous renseigner sur une entreprise lorsque vous avez vu une offre. Parce que j'imagine que vous ne vous arrêtez pas, et aujourd'hui vous avez très largement les moyens, vous ne vous arrêtez pas simplement à l'offre, mais que vous allez aussi se renseigner. Donc, comment est-ce que plus largement, peut-être, vous vous renseignez sur une offre d'emploi? Personnellement, je cherche d'abord les informations qu'on peut trouver sur Internet, même si on ne trouve pas forcément tout. On trouve dans la globalité des petites choses. Moi, je sais que mon entreprise a un site, donc avec tout ce qu'on peut y faire, enfin, dans les grandes lignes, ainsi que les missions, les usines qu'on a partout dans la France et partout dans le monde. Et ensuite, je vais voir, j'écoute ce qu'on dit dans les rues, parce que une usine dans une ville, on en entend parler. Et après, je cherche si l'usine ou même le groupe a des réseaux sociaux ou quelque chose qui peut nous permettre d'en apprendre un peu plus. Moi, c'est un peu la même démarche. Quand je regarde une offre, j'avoue que le paragraphe sur la présentation de l'usine, je le passe très rapidement parce que je sais que si je suis intéressée par la mission proposée, je vais aller me renseigner sur l'entreprise ou sur le groupe, sur leur site internet ou leurs réseaux sociaux. Et là, je sais que j'en apprendrai normalement un petit peu plus. Moi, je suis assez sensible au fait que je parle de groupes ou d'entreprises qui sont présentes un peu partout en France, mais avoir une carte de France et dire, voilà, on est présent là, 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 là. Moi, ça me permet de me projeter et de me dire, ok, donc eux, ils ont une entreprise ici, mais si jamais j'ai envie de bouger ailleurs, ils ont une autre entreprise et des fois, les liens se font assez facilement entre sites d'un même groupe. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que niveau renseignement, on trouve quand même beaucoup de choses actuellement avec les réseaux sociaux et avec leurs sites internet qui sont, je trouve, assez bien faits en général. Et aussi en termes d'information, effectivement, vous trouvez beaucoup de choses. Il y avait aussi des personnes qui se renseignaient sur les avis qu'ils pouvaient trouver sur Internet, les avis d'anciens salariés. Ils ont conscience que souvent, les avis qu'ils ressortent, ce sont des avis plutôt négatifs, mais finalement, ils se disaient, si j'arrive à accepter et à tolérer ce qui ressort de plus négatif, alors je ne peux trouver que mieux lorsque j'intégrerai l'entreprise. Donc, je vais y aller. Donc, on avait ces questions d'avis qui ressortaient. Certains se renseignaient aussi sur les partenaires pour voir si les valeurs se retrouvaient aussi chez les partenaires. C'était vraiment des valeurs fortes pour l'entreprise et qui soutenaient du coup son développement. Il y avait vraiment des recherches assez poussées qui étaient réalisées par certains d'entre vous. J'en ai même été surprise. Et sur les partenaires, c'est des types de recherches que vous réalisez également? Pas spécialement. Moi, je suis plus aussi dans l'idée de l'image de l'entreprise, c'est-à-dire que l'image qu'ont les gens qui ne sont pas du tout du milieu agroalimentaire de cette entreprise. Je suis beaucoup là-dessus. Mais effectivement, je comprends l'idée d'aller chercher des partenaires et du coup, maintenant, peut-être que je le ferai. Nathan? Je suis d'accord avec ce qu'elle dit, mais je ne vais pas forcément m'attarder sur l'image que les gens ont sur la société parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne sont pas dedans, ils ne peuvent pas vraiment se rendre compte de ce qui se passe. Par exemple, de là où je travaille, malheureusement, on n'a pas forcément une bonne image aux yeux de la ville de Saint-Malo, mais quand on y rentre, on se rend compte qu'en fait, on fait beaucoup d'efforts et que ce n'est pas forcément ce que les gens pensent. Et c'est pour ça qu'on a des portes ouvertes pour que les gens puissent voir et se renseigner un petit peu mieux sur ce qu'on fait et sur les moyens qu'on met à disposition pour éviter des désagréments. Okay. Donc toujours cette idée que effectivement
on peut avoir des choses qui ne vont pas, mais dans la mesure où on y travaille, c'est aussi porteur de sens et d'action pour vous. C'est ça? Ok. Une question que je trouve, sur quel site de recrutement est-ce qu'il y a des sites que vous privilégiez l'un ou l'autre pour faire vos recherches d'emploi? Personnellement, pas spécialement. Moi, quand je cherche un emploi, je vais sur le site de l'usine ou de l'entreprise. Mais sinon, non, je ne vais pas. Je crois surtout des sites de recherche d'emploi. Je pense à qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui, des Job Emploi, Job Alim. Est-ce qu'il y a des sites en particulier d'offres d'emploi que vous consultez régulièrement pour faire vos recherches? Moi, personnellement non, pas plus que ça. Oui. Du coup, moi, oui. Je cible principalement Région Job et Indeed, qui sont les deux sites sur lesquels je vais le plus particulièrement. Après, si vraiment j'ai envie de travailler dans une entreprise, je vais aller voir effectivement son site pour voir si elle n'a pas des offres d'emploi qui m'intéressent. Mais je cible ces deux-là, beaucoup particulièrement West Job, parce que du coup, je viens de la région et que je n'ai pas du tout envie de m'en éloigner. Et donc, ça, c'est un site qui déjà découpe la France un peu en 4 et me propose des offres qui sont vraiment que dans ma localisation. Donc, c'est un des critères premiers, en tout cas, quand je recherche une autre. Okay. Effectivement, Mathilde avait bien expliqué par rapport à la volonté de proximité géographique. Après, d'une manière plus globale, il n'y a pas un site, par exemple, qui est ressorti de manière prégnante. C'était donc des recherches sur des sites relativement variés et aussi le réseau humain, le premier cercle qu'on peut avoir. Ses anciens camarades, le réseau qu'on peut se faire au sein des expériences, lors des expériences que l'on a dans le secteur agroalimentaire. Finalement, c'est d'aller activer ce réseau pour derrière trouver ou postuler à des offres d'emploi. Et il y a une question sur, et peut-être on va revenir encore peut-être sur cette notion de transparence, mais quelqu'un qui pose la question du fait qu'une entreprise qui sous-traite son recrutement, c'est-à-dire du coup qui utilise un cabinet extérieur pour faire son recrutement, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, quand je vais sur les sites d'emploi, moi, ce que j'aime bien voir, c'est le logo de l'entreprise. Ça attire mon œil, en tout cas. Et effectivement, quand c'est des prestataires de recrutement, ça attire moins mon œil. C'est clair que quand je vois tel site de prestataire recrute pour une entreprise agroalimentaire spécialisée dans, je sais pas, les boissons, en fait, je ne vois pas le nom d'entreprise, je n'arrive pas à me projeter et je n'ai pas toutes les infos dont j'ai besoin. Et effectivement, en général, sur ces offres-là, il n'y a pas spécialement le logo de l'entreprise. Et c'est quand même une image de marque, un logo, et moi, ça me permet de me projeter et de voir les produits qui sont faits via ce logo. Enfin, moi, je ne suis pas fan, en tout cas. Pas fan. Ok, donc okay. Et ça revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est vraiment la spécificité de l'entreprise et cette entreprise-là par rapport à d'autres que vous recherchez. Donc, il faut aussi que ça transparaisse dans les offres. Oui, et puis on ne retrouve pas forcément le ton spécifique à l'entreprise. Finalement, c'est sa spécificité et ce qui la différencie des autres. Ok, donc il y avait une question sur, est-ce que, je la lis, hein, est-ce que certaines offres qui valorisent les atouts de la région où est localisée l'entreprise, est-ce que c'est un argument pour votre génération? Je dirais que oui, tout simplement parce que on n'a pas tous forcément envie de bouger, on a envie de rester là où on est, ou du moins dans le rayon. Et, promouvoir ce qu'on fait dans notre région, ça nous pousse à vouloir y travailler. Enfin, comment expliquer ce que nous on fait, par exemple en termes de nourriture, nous proposer de travailler dans cette chose-là, oui, ça peut nous intéresser. Okay. Et le fait aussi peut-être que certaines entreprises dans certaines localités irriguent ou carrément portent aussi quasiment une localité parce qu'elles sont souvent les seules à y être implantées. Du coup, je suis d'accord aussi avec Nathan.
tout ce qui peut exister dans l'environnement proche du site, là où on va travailler, moi, ça m'intéresse quand même de savoir ce qu'il peut y avoir à faire. C'est une notion d'attraction aussi qui m'intéresse. Après, dans la région plus globale, je pense qu'on a quand même les infos. Par exemple, si je prends la région de Bretagne, je vois à peu près ce que je peux faire dans les grandes villes. Après, si le site il est vraiment localisé à un endroit précis, ouais, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a à faire dans les 15-20 minutes aux alentours de l'île. Et d'ailleurs, c'est vrai que ces points d'intérêt ou même la localisation d'entreprise est intéressante à exprimer en termes de temps de trajet. Ça suscitait vraiment de l'intérêt. Par exemple, si l'entreprise se trouve forcément à un endroit précis, mais l'évoquer en temps de trajet à partir de la ville la plus proche. Oui, d'accord. Ça a aidé aussi à la projection. J'avais une question sur la forme. Cette fois-ci, il y a une question sur le principe de l'offre en question-réponse. Il y avait donc quelqu'un qui souhaitait, ne voyait pas bien ce que ça signifiait. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Ou est-ce que peut-être, Marlène, vous avez des choses que vous pourriez envoyer après aux entreprises? Oui, bien sûr. On pourra vous envoyer un petit modèle pour pouvoir vous inspirer. Mais là, dans les grandes lignes, c'était l'offre à laquelle je faisais référence tout à l'heure. C'était par exemple une offre qui mettait quel est notre ADN? Et une réponse en une phrase. Quels sont nos leviers d'innovation? Réponse en une phrase. D'accord. Donc des choses assez courtes. Oui. Voilà. Et du coup, peut-être pas non plus une litanie de questions-réponses, mais il y a peut-être un chiffre 4-5, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en avait 5-6. Et puis, une petite phrase qui parlait finalement de l'individu recherché en termes de personnalité, un call to action, et puis voilà, c'était fait. C'était fait, d'accord. Ok. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez privilégier des entreprises qui travaillent sur des produits qui sont dans votre quotidien, qui vous sont familiers. Est-ce que si on élargit, est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui que vous allez privilégier? Pour ma part, j'ai déjà travaillé ou étudié dans plusieurs secteurs, donc la biscuiterie, les compléments alimentaires ou les industries laitières. Ouais, moi j'aimerais bien voir autre chose, donc éventuellement pas une industrie laitière. Mais après, j'ai pas spécialement de secteur privilégié. Dans tous les cas, ce qui m'anime, c'est vraiment de voir comment est transformé un produit. Que je consomme, ce serait encore mieux. Mais aujourd'hui, ce que je ne consomme pas, par exemple, c'est les aliments pour animaux. Et ça m'intéresse quand même de savoir comment c'est fait. Donc, je ne mets pas de secteur de côté et j'en mets pas non plus un privilégié en tout cas. Ok. Nathan? Moi, je suis complètement d'accord avec Mathilde. Je n'ai pas de secteur privilégié et j'essaie de voir un maximum de secteurs différents pour. J'ai fait des cordes à mon arc pour avoir un avis sur à peu près tout. Et j'ai de la chance d'avoir une usine qui fait 3 types de produits différents, que ce soit de l'engrais pour les plantes, de la nourriture animale et de la nourriture pour les hommes. Donc, pour l'instant, j'ai le choix de choisir ce qui me plaît. Ok. Dans les autres questions, donc il y a, vous l'avez dit à un moment donné, ça n'a pas toujours été votre premier choix, l'agroalimentaire, en tout cas pour y faire vos études. Hein, peut-être pas vous deux, mais en tout cas, c'était plutôt dans les interviews. Donc, que ça se faisait au travers d'entretiens avec des relations de la famille. Et du coup, pour une entreprise, comment surpasser c'est quelquefois ces avis peuvent être aussi négatifs. Hein, donc, comment une entreprise peut les dépasser, ces avis, et vous redonner en fait l'envie d'y venir? Déjà, il y a les portes ouvertes. Alors, toutes les usines, toutes les entreprises ne peuvent pas faire de portes ouvertes, mais c'est quand même une belle initiative parce que pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas ce qui se passe dans l'usine, ça leur permet de voir et de comprendre un petit peu mieux et de ne pas avoir un avis qui n'est fondé sur des fois absolument rien ou alors des
des mots dits qu'on entend par la presse ou dans la rue. Et puis, ouais, les visites d'usine, que ce soit pour les gens extérieurs, et puis pour ceux qui veulent rentrer dans l'entreprise, leur proposer de faire une visite d'usine, c'est quand même au moins le minimum pour casser le côté je ne connais pas, je ne veux pas savoir. Mais là, on nous oblige à savoir. Ouais, je suis d'accord. En fait, je pense que ce qui colle pas, j'ai envie de dire, c'est que les gens ne connaissent pas en fait, le secteur. C'est vraiment un manque d'information. Et du coup, j'ai été tombée, moi, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Je viens bosser chez vous, qui est une super chaîne YouTube parce que du coup, ils entrent dans les entreprises et moi, ça me permet déjà déjà avant même d'y rentrer, de rentrer virtuellement, on va dire. Et je trouve ça bien et ça rejoint la notion de transparence parce que je me dis qu'une entreprise qui vient inviter un youtubeur, on va dire ça, pour ouvrir un petit peu son usine et pour permettre de voir comment c'est fait à l'intérieur et comment le produit il est fabriqué, moi ça me parle totalement. Et, et je me dis que cette entreprise-là, du coup, elle va être transparente plus que les autres en tout cas. Donc, ouais, les portes ouvertes et ne pas hésiter à ouvrir les portes pour informer les gens. Et laisser la parole aussi aux opérationnels. Ne pas, là, merci de parler du youtubeur, mais pourquoi pas aussi laisser les opérationnels prendre la parole et parler de leur entreprise. Car c'est eux qui seront, encore une fois, les meilleurs ambassadeurs. Et aussi pour faire le point sur un éventuel déficit d'image, ne pas hésiter à communiquer sur la connaissance de ce déficit. Nous savons toujours cette notion de transparence. Nous savons finalement que nous avons un déficit d'image. Nous vous avons entendu, mais nous avons mis des choses en place. Venez voir dans nos usines, etc. Et après, on reboucle. On fait venir directement les gens pour qu'ils constatent la remise. Okay. Donc, ouvrir les portes. Voilà, ou faire des visites virtuelles, si on peut s'exprimer comme ça au travers de YouTube ou autre. Hein. Ok. Et donc, communiquer sur nos métiers, communiquer sur notre secteur. Moi, je pense que peut-être qu'on l'a pas forcément suffisamment fait jusqu'à présent. Je trouve que si, parce que la chaîne YouTube, du coup, il y a quand même pas mal d'entreprises et de tout type de secteur. Donc, je trouve ça bien. Après, si ça peut être encore plus élargi, ce sera que mieux. Okay. Très bien. Écoutez, je vois l'heure qui avance. On a plus d'autres. Il y avait une toute dernière question. Donc, sur la nouvelle génération, est-elle plus intéressée par des groupes nationaux ou internationaux ou est-ce qu'elle a également de l'intérêt pour des toutes petites entreprises? Moi, actuellement, je suis dans un grand groupe. J'ai également travaillé dans une petite entreprise, j'ai un peu fait les deux. Et si j'avais à choisir, parce que j'ai envie de rester géographiquement dans le coin, ça ne me dérange pas d'aller vers une toute petite entreprise. Après, je pense que c'est vraiment selon l'attente des gens. Là, grâce au groupe dans lequel je suis, j'ai pu faire un stage, du coup pas à l'étranger malheureusement, mais j'ai pu faire un stage dans un autre site du groupe et du coup ça m'a permis de voir autre chose. Et j'ai bien été contente d'être dans un grand groupe pour ça. Mais pour le coup, ouais, j'aimerais bien aussi travailler dans une entreprise vraiment à taille humaine. Donc, une petite qui n'appartient pas à un groupe, ça m'irait aussi. Et on sentait que ces deux types d'entreprises pouvaient susciter de l'intérêt. Les grands groupes, parce que justement, il y a ces notions de mobilité. Donc, ça intéressait l'évolution possible. Et dans les TPE, c'était une notion de polyvalence. Donc, voilà, je ne pense pas que vous soyez fermé justement à un type d'entreprise. Non, c'est ça. Effectivement, la notion de polyvalence, elle est géniale aussi, parce que si on est dans un poste et qu'on est amené à vraiment toucher à tout, entre guillemets, c'est intéressant aussi pour nos compétences et nos connaissances. Effectivement, c'est une réponse intéressante pour, je pense, tous les gens qui nous écoutent, parce que effectivement, l'agroalimentaire, il est
très majoritairement fait d'entreprises de petite taille. En tout cas, effectivement, on a aussi des très grosses, mais on a aussi beaucoup de petites entreprises. Voilà. Mais écoutez, je vois que l'heure avance. On arrive à la fin de notre webinaire. Je voulais d'abord vous remercier, Marlène, pour tout le travail qu'elle a pu effectuer sur les interviews, l'amont toute la préparation de ce webinaire. On la remercie. Et donc, Marlène. Merci à vous et surtout merci à tous les étudiants qui ont accepté de participer à cette étude et d'être filmés aussi. C'est grâce à eux que nous avons ce matériau que nous pouvons vous transmettre. Donc, je pense que le premier merci, il est vers eux. Voilà, effectivement, je voulais aussi remercier Mathilde Bunel, Nathan Leroy, tous les deux pour leur implication, pour le temps qu'ils nous ont accordé. Et puis, de là où on voit aussi que certains sont prêts à relever le défi d'informer sur nos métiers, de contribuer en tout cas à ce que plus de jeunes s'orientent vers nos entreprises, et on en est très heureux. Voilà, merci. Donc la fin de ce webinaire, mais pas forcément la fin de cette thématique, puisque il y a des choses effectivement très riches encore qu'on a encore à vous présenter. On poursuivra tout ça par deux autres rencontres. Une, je pense, sur le Working Agro, bien évidemment, donc 8, 9 et 10 mars sur Rennes. Et puis, on essaiera, je pense, de lancer un autre webinaire, parce qu'il y a des thématiques qui sont postérieures au recrutement, celle de l'intégration, bien évidemment, et puis celle aussi du management, qu'on appelle aujourd'hui le management intergénérationnel, mais un management dédié, en tout cas, à cette génération Z qu'on voit émerger, qui n'a pas forcément les mêmes besoins que ma génération. Voilà, on peut dire comme ça. OK. Écoutez, je vous rappelle aussi que ce webinaire, vous pouvez en faire aussi la promotion, parce qu'il a été enregistré, il sera diffusé sur le site MyCFIA. Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une très bonne journée. Merci, au revoir.